Alors bonjour, merci pour votre présence à cette conférence de presse organisée par Réinfo Québec. Réinfo Québec est un collectif de milliers de professionnels et de citoyens qui souhaitent diffuser une information juste, factuelle et sans conflit d'intérêts en matière de santé et autres enjeux sociaux. Depuis notre création au printemps 2021, nous avons travaillé bénévolement et de manière soutenue à proposer une information qui, à notre avis, n'est pas correctement diffusée à la population, et en particulier sur la crise sanitaire. Les exemples sont nombreux et cette conférence de presse vous donnera un aperçu. En matière de santé, être bien informé est un droit fondamental qui guide les décisions de personnes souvent vulnérables. Une information précise et claire permet aux citoyens de comprendre pleinement les risques liés à leur santé, les options disponibles et les implications potentielles de leurs décisions. Cela leur donne la possibilité de participer activement ou non à ce que les médecins ou autres intervenants de santé proposent. Lorsque nous comprenons les risques et les bénéfices des différentes approches thérapeutiques, nous sommes mieux équipés pour choisir ce qui convient à nos besoins, à nos valeurs et à notre mode de vie. De plus, une communication ouverte et honnête renforce la confiance mutuelle. Les gens ont besoin de se sentir entendus, respectés et pleinement informés pour établir une bonne relation thérapeutique. Or, il est clair aujourd'hui que la confiance envers nos institutions de santé a grandement été entachée dans les dernières années. Réinfo Québec a posé de nombreuses questions et sonné l'alerte à plusieurs reprises aux principaux décideurs en matière de santé au Québec. Nous l'avons fait par rencontre directe, par de nombreux courriels, par des courriers recommandés et par un grand nombre de contenus écrits et vidéos qu'on a produits dans les dernières années. Mais leur stratégie est de nous ignorer. En agissant ici, ce n'est pas uniquement les professionnels de Réinfo Québec qu'ils ignorent, mais tout un ensemble de faits scientifiques et d'experts internationaux qui éclairent les nombreuses erreurs, falsifications et désinformations qui ont été commises dans les dernières années. Aucune leçon et remise en question n'a été faite au Québec, alors que c'est le cas dans plusieurs pays dans le monde. Au contraire, nous assistons à un déni de plus en plus important et de plus en plus inacceptable concernant la gestion de la crise sanitaire, et en particulier en ce qui concerne les injections COVID ARN messager. Dans les prochaines minutes, nous allons donner plusieurs exemples d'actions que nous avons menées depuis 3 ans et demi et les raisons qui nous amènent aujourd'hui à dévoiler une action plus conséquente avec une mise en demeure envoyée au Collège des médecins du Québec. Je vais maintenant laisser la parole à quelques membres de notre comité scientifique qui, à tour de rôle, vont vous donner plus de détails à ce sujet. Ça va durer environ 30 minutes et ensuite on aura une période de questions. Alors, on va commencer par Paula Saint-Arnaud, qui est ici en tant que citoyenne. Merci André. Alors bonjour. D'abord, merci à Réinfo Québec de me permettre de prendre cet espace de parole. J'en ai besoin. Alors, je suis Paula Saint-Arnaud. C'est en mon nom personnel, à titre de citoyenne, non partisane, que je prends la parole aujourd'hui. En février dernier, mon père Jean Saint-Arnaud, médecin de famille très engagé en Estrie, est décédé subitement alors qu'il était en bonne santé, aucune maladie connue. Ça a été un choc. Je vais essayer de vous résumer brièvement ce que je qualifierais de faillite de différents services publics qui, au lieu de m'assister pour m'aider à faire la lumière sur la cause de ce décès, m'ont au contraire empêché d'obtenir des réponses. D'abord, le médecin qui a constaté le décès n'était pas disponible pour répondre à mes questions. Ensuite, les conclusions relatives aux causes probables du décès ne correspondaient pas à l'état de santé connu de mon père. Elles omettaient de considérer certaines caractéristiques évidentes observées au moment du décès. Mon père avait reçu 3 doses de vaccin contre la COVID-19 et je savais que l'INSPQ avait fait état de 150 000 doses inadéquates, dont le tiers administré à des personnes âgées de 70 ans et plus.
Dans son rapport sur les manifestations cliniques, publié en février 2023, l'INSPQ expliquait que l'injection de Moderna provoquait plus d'effets indésirables que celle de Pfizer et qu'une réduction de dosage en décembre 2021 a vraisemblablement fait diminuer les hospitalisations de 30 %. Ma mère, 78 ans, se questionnait aussi sur sa propre santé, tenant compte du contexte. Considérant ces informations, nous avons demandé que soit réalisée, comme nous en avions légalement la possibilité, une autopsie. Je vous épargne les détails des démarches, mais entre la complexité des procédures, les errements administratifs et médicaux dans le CIUS de l'Estrie et les entraves explicites par le bureau du coroner, ce fut un réel parcours du combattant. Ce que j'ai découvert est particulièrement inquiétant et m'amène à questionner le sérieux de notre pharmacovigilance au Québec. Au départ, un policier, 2 médecins ont communiqué avec le bureau du coroner pour demander une autopsie. Pour ma part, je demandais, article scientifique à l'appui, qu'on élimine certaines hypothèses, notamment une réaction à la protéine spike virale ou vaccinale et la présence de caillots inhabituels. Systématiquement, on nous a opposé une fin de non-recevoir. Nombre de personnes, des professionnels, m'ont dit ne pas pouvoir m'aider sans risquer des représailles. Vous savez, madame, que si je vous parle, je perds mon emploi. D'autres se sont fait rappeler les procédures, se sont fait demander, après m'avoir rencontré, « Pourquoi vouliez-vous l'aider? » De toute évidence, mes démarches et questions pour expliquer la cause du décès de mon père dérangeaient. Ainsi, le coroner en chef du Québec m'a confirmé le 12 septembre 2024 que le décès de mon père ne relevait pas de la loi sur les coroners. Et, concernant mes inquiétudes pour la sécurité de la population, qu'une vigie est assurée avec la santé publique et le réseau de la santé. Je souligne que les plaintes au bureau du coroner ne sont pas traitées par un commissaire à l'éthique indépendant, comme c'était le cas dans le CIUS, mais par le coroner en chef lui-même. Nomination. J'ai appris que les pathologistes ne peuvent procéder à des analyses toxicologiques ni accéder aux photos prises par les policiers sans l'ouverture d'un dossier par le coroner. En date du 16 février 2024, seulement 2 laboratoires au Québec étaient autorisés à faire des analyses associées à la COVID ou aux injections COVID. Le laboratoire de pathologie de l'Université Laval et le Centre de cardiologie de Montréal. Est-ce que la santé publique et le réseau de la santé, ces 2 seules instances responsables de la pharmacovigilance, communiquent avec ces laboratoires? Est-ce que ces laboratoires sont indépendants des fabricants de ces produits? J'ai voulu savoir si mon père ou ma mère avait pu recevoir l'une de ces 150 000 doses inadéquates. La santé publique a répondu le 20 juin 2024 qu'il n'y a pas de registre qui compile les lots de vaccins, qu'ils ne peuvent pas confirmer que des vaccins 100 microgrammes ont été administrés dans le CIUS de l'Estrie, que la santé publique n'a pas reçu de directive particulière suite aux modifications de dosage et donc aucune mesure spécifique n'a été appliquée avec les patients ayant reçu la dose de 100 microgrammes. Comme des études scientifiques ont expliqué que certains lots de vaccins pouvaient être toxiques, il était primordial que je puisse obtenir les numéros de lots reçus par mon père. Cependant, à ma grande surprise, tant aux archives médicales qu'au registre de la vaccination du Québec, le dossier de mon père était confidentiel, nul ne pouvait y avoir accès, même après son décès. Le motif qui nous animait de vouloir comprendre le décès ne correspondait pas aux exceptions prévues à la loi. Nous avons finalement pu obtenir ces informations, ainsi que le rapport de décès. Ma mère et moi avons rempli 4 formulaires, effectué 6 appels téléphoniques, et nous nous sommes rendus en personne avec le testament à 3 sites du CIUS de l'Estrie. Du côté de la Sûreté du Québec, non plus. Les informations qui auraient été utiles aux pathologistes n'étaient pas accessibles sans le consentement de la personne décédée. Alors, je pose la question.
considérant cette complexité, combien de personnes feront ces démarches? Est-ce possible, à l'intérieur de ce système, d'obtenir des réponses? Au programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination, il est requis qu'au moins un médecin remplisse le formulaire. C'est 5 pages, au moins 40 minutes, un acte qui sera fait bénévolement. Les mêmes médecins qui ont été contraints par le Collège des médecins de recevoir ces injections pour maintenir leur droit de pratique, tant en présence qu'en virtuel. Ces médecins qui se font traiter de coucou dans les médias pour avoir tenté de lever le voile sur des effets indésirables. Ceux qui s'exposent à des représailles par le Collège des médecins, même à la retraite, pour avoir peut-être contribué à une éventuelle hésitation vaccinale. Je me pose aussi la question, est-ce que la sécurité des lots ou la potentielle toxicité est prise en compte dans l'analyse de ces dossiers? Finalement, c'est le ministre qui a le dernier mot sur l'indemnisation. Ce même ministre qui a évalué que c'était une bonne idée d'échanger un hot dog contre une dose ou de taxer les personnes qui n'avaient pas consenti à ce traitement médical. J'ai aussi contacté le protecteur du citoyen. Il a refusé d'agir, m'a invité à contacter le Collège des médecins ou mon médecin de famille. Le Collège des médecins a refusé d'ouvrir une enquête qui m'aurait permis de comprendre pourquoi le médecin au bureau du coroner a refusé d'ouvrir un dossier. Ce dossier qui aurait permis une autopsie avec un accès complet aux informations disponibles. Je me suis alors adressée à mon député, M. André Bachand, le 15 octobre 2024. Il prévoyait communiquer avec M. Boileau, à la santé publique. Son bureau me dit avoir adressé mes questions au ministère de la Santé et des Services sociaux. En date d'aujourd'hui, j'étais sans retour de leur part. J'ai aussi contacté plusieurs médias journalistes, bien que mes informations soient toutes vérifiables, soutenues par des articles scientifiques à ce jour, tous sont restés silencieux. En conclusion, pourquoi tous ces obstacles pour faire la lumière sur la cause du décès de mon père? Une chose est certaine pour moi, cette omerta et le fait de ne pas obtenir de réponse ne font que générer davantage de questions et entretenir mes doutes. Il s'agit de services publics, des professionnels travaillant au sein de ces organisations censées nous protéger, n'auraient-ils pas aussi constaté des failles? Si c'est le cas, je les invite à contacter le protecteur du citoyen. Et si cela ne donne rien, Réinfo Québec. Si je fais cet exposé aujourd'hui, c'est que même si la crise COVID est passée, je sais que des gens ont beaucoup souffert, certains souffrent encore et qu'ils sont ignorés. Je redoute aussi que, sans considérer les failles, la situation ne se reproduise. Merci. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Je suis Bernard Massy, chercheur retraité, consultant indépendant en biotechnologie. L'heure du bilan a sonné. Ça va passer par la libération de la parole qui a été muselée pour laisser libre cours aux assauts liberticides durant la prétendue crise sanitaire. En tant que commissaire de la Commission d'enquête nationale citoyenne, qui a entendu plus de 325 témoins, dont 94 experts, dans 24 villes à travers le Canada, je veux vous partager ces constats sans équivoque. La prétendue pandémie de la COVID-19, frauduleusement présentée comme une crise sanitaire, fut véritablement une crise politique qui a ébranlé nos vies en révélant toutes les lacunes de nos institutions. Les constats et recommandations de la Commission ont été corroborés par plusieurs autres enquêtes indépendantes à travers le monde, dont plusieurs sont en cours. Ainsi, comme cela a été révélé par les Lockdown Files publiés par le Télégraphe en mars 2023 en Grande-Bretagne, il y a eu dès le départ l'exploitation de la peur du virus et l'ingénierie sociale pour induire la soumission afin de faire accepter toutes les mesures liberticides
auxquels les principaux protagonistes ne croyaient pas. Puis, les RKI Files en Allemagne ont révélé en mars 2024 que le gouvernement savait dès le départ que la COVID n'était pas plus dangereuse qu'une grippe saisonnière. Sa gestion frauduleuse a été une opération militaire dans laquelle la science a été asservie au pouvoir politique, comme nul doute un peu partout dans le monde. En décembre dernier, le rapport bipartisan de la Chambre du Congrès a fait état de toutes les dérives de la gestion de la crise sanitaire, incluant l'instrumentalisation de la science à des fins politiques. Ce rapport souligne bien que timidement les problèmes majeurs des vaccins géniques lancés à la hâte au mépris de l'immunité naturelle. Finalement, la semaine dernière, le groupe de travail sur l'examen des données en Alberta sur la réponse de la COVID-19 a remis son rapport à la première ministre Danielle Smith. Pour l'essentiel, il confirme le rapport de la Commission d'enquête nationale citoyenne. Alors déjà en octobre 2020, la déclaration de Great Barrington avait remis les pendules à l'heure. Elle dénonçait les fausses prémices de la pandémie et des mesures inadaptées de santé publique et réclamait que soient gérées avec les protocoles éprouvés depuis des décennies et mis à jour dans les années qui précédaient la déclaration de la pandémie par l'OMS. Mais la déclaration de Great Barrington fut dénigrée puis systématiquement censurée à des fins politiques, notamment par Francis Collins, alors directeur du NIH. Avec la nomination imminente à la tête du NIH du Dr. Jay Bhattacharya, un des initiateurs de la déclaration de Great Barrington, c'est avec un immense espoir qu'on anticipe la révélation officielle dénonçant la gestion désastreuse de la COVID-19, dont la censure et la propagande sous l'administration Biden a coûté d'innombrables vies, selon le Dr. Bhattacharya. Au Canada, la Commission d'enquête nationale citoyenne constate dans son rapport, et je cite, « Les mesures comprises les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux face à la COVID-19 au Canada sont sans précédent. Les interventions des autorités dans la vie des Canadiens, dans nos familles, nos entreprises et nos collectivités ont été considérables sur le plan des politiques publiques, du droit et de la santé, et le sont encore dans une large mesure. En effet, les mesures en question ont affecté la santé physique et mentale, les libertés civiles et fondamentales, l'emploi et les moyens de subsistance, ainsi que le bien-être social et économique général de presque tous nos concitoyens. Au niveau de la santé, la Commission interpelle résolument les prémices de la pandémie et de ses mesures de santé publique en affirmant, à partir des témoignages d'experts indépendants en épidémiologie, en virologie, en immunologie, vaccinologie, santé publique et médecine, 1. Qu'il n'y a pas eu d'excès de mortalité significatif dû à un nouveau virus pathogène durant la prétendue pandémie. 2. Que les mesures liberticides non scientifiques, confinement, couvre-feu, distanciation sociale et les masques étaient contre-productives. 3. Que l'absence de traitement précoce était à la fois injustifiée et mortifère. 4. Qu'il n'y avait pas de fondement scientifique à la vaccination générale, tandis que les mandats avec les produits de thérapie génique vaccinaux ont causé plus de tort que de bien. Toujours du rapport, on peut lire « Aussi incroyable que puissent sembler ces affirmations sur les conséquences et les coûts sociaux, des affirmations qu'on aurait crues impensables il y a à peine 4 ans, ceux qui liront attentivement ce rapport et regarderont les enregistrements des témoignages ne pourront qu'en confirmer la véracité. Croire le contraire n'est que le fruit de la propagande soutenue et de la censure.
la leçon principale de cette crise politique devrait être: les mensonges sont mortifères. Seule la vérité vous rendra libre et en santé. Alors que les désastreuses mesures liberticides ont été suspendues, la controverse autour des traitements efficaces dénigrés au cours de la crise sanitaire perdure, alors que l'offre vaccinale continue à faire ses ravages. Le manque flagrant de compétences, d'intégrité et de repentir de nos dirigeants politiques, doublé du manque de leadership entaché de conformisme des autorités de santé publique à leur service, est le risque le plus important à la santé de la population. Sous le joug de la censure par les institutions au service de la politique et du mercantilisme, la science trahit la société. Chaque citoyen doit reprendre son pouvoir sur sa propre santé et la population doit se mobiliser pour exiger les changements essentiels à nos environnements toxiques, fruits du dogmatisme et du mercantilisme qui grèvent nos institutions et qui affligent davantage les plus vulnérables. Avec la fin annoncée de la censure, dont la plus insidieuse fut le déni de l'immunité naturelle, d'abord sur Twitter puis sur Meta, où Zuckerberg emboîte le pas sur Musk pour établir la libre expression sur ses plateformes, un vent de libération s'élève. Comme le déplore la professeure Henrion Caude, spécialiste internationalement reconnu de l'ARN, les apprentis sorciers des injections géniques et leurs complices ont déclenché une catastrophe sanitaire dont l'erreur vaccinale qui perdure par ignorance, mauvaise foi et malveillance. Joignons nos voix aux milliers de scientifiques, médecins, politiciens et citoyens du monde entier pour exiger que l'erreur vaccinale de la COVID-19 cesse immédiatement. On peut berner plusieurs personnes pour un certain temps, mais on ne peut berner tout le monde tout le temps. Lorsque les citoyens se lèvent et exigent résolument, tout s'arrête. Serons-nous les derniers au Québec? Oui, bonjour, mon nom est Simon Ruellan. Je tiens à dire d'entrée de jeu que je m'exprime ici en mon nom personnel. Je suis médecin généraliste pratiquant dans la communauté Innu de Pessamit sur la Côte-Nord. Depuis une trentaine d'années, j'ai appris à connaître ce peuple, ses rites, ses traditions, sa culture, mais malheureusement pas encore sa langue. Je n'abandonne pas la partie, je suis de nature tenace. Durant l'année 2020, je devins incapable de rencontrer mes patients souffrant d'un syndrome d'allure grippale, puisqu'il leur était interdit de se présenter au dispensaire, non donné à l'établissement de santé dans les communautés autochtones. Cet ordre provenait de ce qui est appelé la santé publique. Existe-t-il une santé publique? À mon avis, non. Il n'existe que des santés individuelles. Il appartient à chacun et chacune d'entre nous de voir à la conserver, la préserver et la bonifier afin d'atteindre cet état de bien-être physique, mental et spirituel qui est le propre de l'humain. Le médecin a pour fonction de soigner des gens, un individu à la fois, dans ce qu'il a de singulier, de précieux et d'irremplaçable. Ce ne sont pas des patients interchangeables auxquels on peut appliquer les mêmes conseils ou les mêmes traitements. Ça, le médecin clinicien le sait. Le technocrate qui regarde des colonnes de chiffres et tente d'aplatir des courbes entre deux pauses café l'ignore. Fut-il coiffé du titre de médecin? Ces médecins bureaucrates, dont les docteurs Horacio Arruda et Luc Boileau représentent les têtes d'affiche, dirigent des instituts à la bureaucratie monstrueuse dans lesquels une chatte serait incapable de retrouver ses petits. On les appelle INSPQ pour Institut national de santé publique du Québec et INES pour Institut d'excellence en santé et services sociaux. Des noms pompeux qui en impressionnent plus d'un, mais qui ont fini de me convaincre depuis les 5 dernières années
de leur incompétence et de leur nuisance en matière de gestion d'épidémie. Ce qui est appelé la santé publique est, à mon avis, un danger public en ce domaine, puisqu'elle est déconnectée du réel, de ce que voient et constatent les médecins du terrain, de ce dialogue singulier entre un patient et son médecin, duquel seulement doit émerger un consentement libre et éclairé à tout soin médical. Elle prétend dicter aux patients et aux soignants ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui est bon ou mauvais pour eux. S'immisçant ainsi dans cette relation privilégiée médecin-patient, l'appellation santé publique crée une imposture médicale de nature à tromper les gens avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Elle est aidée en cela par les médias de grand chemin, devenus de simples courroies de transmission du narratif gouvernemental axé sur la peur, tout comme d'ailleurs l'est devenu le Collège des médecins du Québec. Ces technocrates m'empêchaient donc d'évaluer mes patients enrhumés, sous prétexte qu'ils étaient peut-être atteints de la COVID-19. Or, mon serment d'Hippocrate me commande de rencontrer un malade qui désire voir un médecin, tout comme je me dois d'examiner mon patient malade, d'évaluer les possibilités diagnostiques, de lui offrir un traitement, de faire le suivi médical requis. Toute chose qui soudainement devenait anormale et passible de sanction si on y contrevenait. Parlant de sanctions, j'ai aussi été enquêté à 3 reprises par le Collège des médecins du Québec, instance devenue une sorte de Gestapo à la trousse des médecins, osant exprimer publiquement une vision divergente de la doxa sanitariste et politico-médiatique. Pourtant, lorsque l'on s'adresse comme clinicien au CMQ pour exprimer ses craintes et faire part de ses observations de dommages graves à la santé subis par plusieurs, il ne nous répond pas. C'est le silence radio. J'ai adressé à titre personnel de graves inquiétudes sur la sécurité plus que douteuse et l'efficacité nulle des produits à base d'ARN modifiés administrés à mes patients de Pessamit, d'abord au ministre Christian Dubé le 12 novembre 2023, ensuite à Luc Boileau, directeur national de la santé publique le 6 avril 2024, puis à Maurice Gaudreau, président du CMQ le 30 juillet 2024. Vous pouvez retrouver ces lettres sur le site Internet de Réinfo Québec. Aucun des 3 n'a daigné me répondre ou n'a délégué quelqu'un pour le faire à sa place. Est-ce ce à quoi on doit s'attendre d'organismes publics payés par nos impôts et supposément au service de la santé des citoyens du Québec? Est-ce tout le respect manifesté pour un médecin œuvrant auprès d'une communauté des Premières Nations? Des scientifiques, médecins et citoyens d'horizons divers du collectif Réinfo Québec, dont je fais partie, ont aussi signé plusieurs lettres au Collège des médecins du Québec, ainsi qu'aux savants instituts si haut mentionnés, sans obtenir de réponse ou même d'accusé-réception. Ils n'ont donc jamais réfuté nos réflexions et nos arguments. Pourtant, ils continuent à faire la promotion de ces produits dangereux. Devant ce silence assourdissant des autorités sanitaires, nous avons fait parvenir le 1er novembre dernier une mise en demeure au Collège des médecins du Québec et à son président, le Dr Maurice Gaudreau. L'intégralité de cette mise en demeure est disponible sur le site Internet du collectif. Est-il besoin de dire que celle-ci n'a donné lieu à aucune réaction jusqu'à maintenant? Je reviendrai à cette mise en demeure après l'exposé de mon collègue et ami, le docteur à la retraite, Robert Béliveau. Merci. Mon nom est Robert Béliveau, je suis médecin de famille, retraité. Le 29 mars 2021, la presse a publié un texte d'opinion que j'ai rédigé et signé et qui s'intitulait « Le Collège des médecins a-t-il failli à sa mission? » Presque 4 ans plus tard, je vais commenter et conclure. Débutons par quelques citations. La première est de Karl Popper, cet immense philosophe des sciences, le plus grand du XXe siècle. Et je cite, « Je considère la connaissance scientifique comme le meilleur et le plus important type de connaissance dont nous disposons. La connaissance consiste en une quête de la vérité. Ce n'est pas la recherche de certitude. L'erreur est humaine. Toute connaissance humaine est faillible et donc
incertaine. Et la deuxième est de Norbert Ben Saïd, un médecin de famille, auteur de La lumière médicale, les illusions de la prévention. Et je cite, « Les certitudes sont des prisons dorées, mais ce sont des prisons, et elles sont le fondement de toutes les intolérances. » J'en reviens à mon texte de la presse qui faisait suite à un article publié dans l'Actualité médicale, dans lequel le docteur Maurice Gaudreault, le président du Collège des médecins du Québec, nous faisait part de ses inquiétudes. Un ordre professionnel doit protéger le public. Mais je me demandais si le public se sentait protégé. Il ajoutait ne pas avoir pris position sur la place publique, question de laisser toute la marge de manœuvre pour que la santé publique puisse faire son travail. Évidemment, on admettra que la santé publique a son mot à dire lors d'une crise sanitaire. En revanche, laisser toute la place à ceux-ci sans pouvoir critiquer, débattre, ni discuter avec d'autres experts, ce n'est certainement pas dans l'intérêt de la population et cela ne peut certainement pas non plus être considéré comme de la science. Des voix se sont élevées, dont la mienne, contre les mesures dignes des régimes les plus liberticides et totalitaires que nous ayons connus. La communauté médicale, hormis quelques rares médecins, fut muselée par une censure imposée très ouvertement. Ceux qui ont pris le risque de leur parole pour questionner, douter et souhaiter un débat ouvert et respectueux furent d'abord étiquetés comme complotistes, anti-masques, anti-science, anti-vax, et ce, sans égard envers leur expertise. Ils furent brutalement exclus de leur rang, de leur rôle, et même considérés comme antisociaux. Que le président du CMQ demeure silencieux, CMQ, Collège des médecins du Québec, demeure silencieux, grand bien lui fasse, surtout s'il n'avait rien à dire. Mais le Collège, qui a le mandat de protéger la population, aurait dû s'exprimer haut et fort pour faciliter la prise de parole. Il aurait dû favoriser les échanges, réclamer un débat ouvert, respectueux et libre parmi tous les membres de la confrérie, y compris les médecins de première ligne, tout comme les experts dissidents, mais pas que. Les infirmières, les enseignants, les travailleurs sociaux, psychologues, parents, entrepreneurs, etc. aussi. Eh bien non, au contraire. Il imposa l'omerta parmi ses membres, favorisant ainsi une dictature politico-médicale et un discours angoissant et contrôlant, oubliant que l'erreur est monnaie courante en médecine. Or, la science, comme nous le disions, n'est science que lorsqu'elle doute, questionne, conteste et tente de réfuter toute certitude présumée. Jamais dans la petite histoire de la médecine au Québec, il n'y a eu autant de mépris envers les divers professionnels qui furent infantilisés et réduits au rang de simples exécutants des ordres venus d'en haut, et ce sans discussion et possibilité d'émettre des réserves. C'est sans compter la mise à mort sociale de chercheurs réputés qui se sont exprimés, comme le professeur Patrick Provost, les dommages aux relations humaines, aux entrepreneurs, aux enfants, aux vieillards, aux plus démunis, et à la population civile au nom d'un sanitarisme abusif et délétère qui nous a démontré encore et toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans un éditorial percutant, le 13 novembre 2020, intitulé « COVID-19, politisation, corruption et suppression de la science », Kamran Abbasi, le rédacteur en chef du British Medical Journal, un des rares journaux médicaux sans conflit d'intérêt ou avec un minimum de conflit d'intérêt, disait en conclusion « La politisation de la science a été déployée avec enthousiasme par certains des pires autocrates et dictateurs de l'histoire. Et elle est aujourd'hui, malheureusement, monnaie courante dans les démocraties. Le complexe médico-politique tente à supprimer la science pour favoriser l'enrichissement de ceux qui détiennent le pouvoir. Et à mesure que les puissants réussissent, s'enrichissent et s'enivrent de pouvoir, les vérités dérangeantes de la science sont supprimées
lorsque la bonne science est supprimée, les gens meurent. Et c'était dans l'éditorial du British Medical Journal. C'est donc notre responsabilité de médecin, et j'inclus la santé publique, d'informer avec justesse, clarté et honnêteté, et de respecter la décision de chaque personne, d'accepter ou de refuser la mesure ou l'intervention, et ce, sans égard au degré de danger personnel et collectif perçu. Sinon, les prétendus ou prétentieux sauveurs et autres experts de plateau prennent la forme de bourreaux. J'écrivais en 2021, « Les seuls médecins qui peuvent impunément s'exprimer, émettre leurs opinions sans s'exposer aux foudres du collège sont les retraités comme moi. » Je me suis lourdement trompé, car même retraité depuis 2018, je subis les attaques du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec pour ne pas avoir respecté l'article 89 du Code de déontologie. Cette situation est scandaleuse et porte ombrage à l'image déjà ternie du Collège des médecins du Québec. J'ai ainsi révisé mon texte publié en 2021 et relu la question. Le Collège des médecins a-t-il failli à sa mission? Je peux maintenant, presque 4 ans plus tard, répondre ce 28 janvier 2025 qu'on est en mesure de confirmer devant le silence assourdissant du Collège et de son président. Oui, le Collège des médecins a trahi sa mission de protection du public et piétiné son propre code de déontologie en oubliant d'appliquer le principe de précaution et en ne faisant pas respecter le consentement libre et éclairé devant l'obligation vaccinale expérimentale. J'aime conclure sur une note positive par une citation du professeur Christian Perronne, célèbre infectiologue, en préface de l'ouvrage de l'anthropologue Jean-Dominique Michel, « La fabrication du désastre ». La médecine a commencé à dérailler quand elle est tombée dans les mains des méthodologistes qui l'ont déshumanisée pour essayer de la transformer en science exacte, ce qu'elle ne sera jamais. La médecine est un art humaniste et doit le rester. Et il termine sa préface par ces mots. « Chassez la peur. Restez serein. Apprenez à dire non. Et si besoin, à désobéir, quoi qu'il en coûte. Nous sommes beaucoup plus nombreux que la poignée de personnes qui nous manipulent. Aujourd'hui, voyant leur plan s'effondrer, c'est eux qui ont peur. Nous allons encore passer quelques moments difficiles, car une bête aux abois devient très dangereuse. Mais après la tempête, un beau soleil brillera à nouveau sur les États-nations et les peuples retrouveront la joie de vivre et le sourire. Et je termine avec une citation de Rabelais. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Et j'ajouterai « et du corps ». Alors, merci pour votre écoute. Merci à vous quatre. Alors, ça a été dit, mais je vais refaire un peu une chronologie qui nous amène aujourd'hui. Donc, officiellement, les correspondances qui ont été envoyées au Collège des médecins, ça a débuté en octobre 2022. Il y avait 33 signataires, donc principalement des médecins et des scientifiques. Une autre lettre a été envoyée en septembre 2023 avec encore des signataires, 15 signataires et 584 co-signataires, principalement des professionnels dans le domaine de la santé. Une autre lettre a été envoyée en novembre 2023, avec 8 signataires. Suite à ça, il y a une opération que Réinfo-Québec a coordonnée d'envoyer une lettre aux 25 000 médecins du Québec, donc ce qui a nécessité le travail de 200 bénévoles. Et finalement, tout ça nous a amené à cette mise en demeure qui a été envoyée en novembre dernier. Et maintenant, on va écouter Simon qui va nous lire la conclusion de cette mise en demeure. Vous, Dr Maurice Godreau, et le Collège des médecins du Québec que vous présidez, êtes mis en demeure de prendre des actions nécessaires suivantes. Demandez au gouvernement du Québec d'imposer un moratoire immédiat sur l'utilisation des injections à ARNM modifiées.
Cessez de diffuser les slogans publicitaires trompeurs affirmant que ces produits sont sûrs et efficaces et reconnaître les risques avérés et potentiels de ces injections, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes. Respectez votre mission de protection du public face à l'administration de produits expérimentaux. Exigez de l'INSPQ des éclaircissements sur tous les aspects soulevés dans cette mise en demeure, ainsi qu'un rapport détaillé indépendant sur la vaccination contre le COVID, qui traite de l'ensemble des préoccupations mentionnées. Demandez des explications à la santé publique du Québec et au gouvernement du Québec sur la promotion excessive et injustifiée de ces produits expérimentaux. Affirmez publiquement l'indépendance du CMQ vis-à-vis des firmes de commercialisation et de l'industrie biopharmaceutique et recommandez au gouvernement du Québec de s'assurer également de l'indépendance des institutions qui le conseillent, INSPQ, INES, CIQ pour Comité de l'immunisation du Québec. Veuillez agir promptement. À défaut, nous prendrons les mesures et actions nécessaires sans autre délai ni préavis. Merci Simon. Ben voilà qui complète ce qu'on avait à vous présenter. Si maintenant vous avez des questions, on est disponible. Sachez que tout ce qu'on a cité ici avec les lettres et la mise en demeure se trouve sur le site Réinfo Québec, donc réinfoquebec.ca. Et si vous voulez avoir le chemin plus direct, vous rajoutez /CMQ, dans lequel vous allez trouver la mise en demeure et toutes les lettres qui ont été envoyées, ainsi que plusieurs contenus écrits et vidéos qu'on a créés dans les dernières années qui viennent appuyer, évidemment, ce qui se trouve dans ces fameuses lettres. Parce qu'il faut comprendre, autant la mise en demeure que toutes les lettres sont tous appuyés par des références scientifiques. Tout ça, ça s'insère dans une volonté mondiale, en fait, avec plein de spécialistes un peu partout dans le monde qui révèlent la vérité. Donc, nous, on participe à ce mouvement-là, bien évidemment. Réinfo Québec, c'est un collectif, donc si vous voulez vous joindre à notre combat, à ce qu'on fait, à nos actions, n'hésitez pas à nous écrire, encore une fois, sur le site web. On a différents comités, entre autres un comité scientifique dont on fait tous partie ici, et d'autres comités sur la santé, au niveau éducation, sciences humaines et autres. Fait que voilà, merci d'avoir été là, merci aux gens qui ont été en ligne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci pour l'excellence de votre travail.